Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rendez-vous de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Rendez-vous de la rédaction Monsieur Ibrahima Traoré. Il est professeur de lettres, il est formateur en communication des organisations, il est écrivain également, l'auteur donc du recueil de poèmes dédicace au lien. Au Lyon, voilà. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Nian. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce plateau tant convoité. Rendez-vous de la rédaction. Voilà. Et tout d'abord, toutes nos congratulations à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Et nous prions qu'Allah, le Tout-Puissant, exauce toutes nos prières, professeur. Voilà. Donc, je crois que c'est heureux pour moi de revenir et de revenir pendant ce mois béni de Ramadan, qui est un moment de ferveur religieuse, mais aussi un moment de partage, comme on le dit, un moment de solidarité. Donc, et je vais saluer l'heureuse coïncidence entre le mois béni de Ramadan et le saint temps du Carême, qui est une heureuse coïncidence. Tout à fait. Et qui permet en tout cas de mieux exacerber le temps convoité cohabitation pacifique entre nos deux grandes religions au Sénégal, entre nos parents chrétiens et musulmans. Voilà. Merci donc, professeur. On va commencer par le commencement, parce qu'on va décortiquer l'actualité nationale, tout ce qui se passe. D'abord sur la troisième candidature, comme on le voit, on peut même aujourd'hui le journal, le quotidien de ce lundi, donc, comme on l'affiche un peu partout, le troisième mandat de Macky Sall qui reste hypothétique, comme on le dit, pour la France. Et la troisième candidature du président Macky Sall, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce que le président va poser sa candidature ou pas? Et parce qu'on l'entend quelque part dans Express, interview de nos confrères français, en tout cas, le président a bel et bien dit que selon la Constitution, qu'il est en phase avec la Constitution, parce que le référendum, la réforme de la Constitution en 2016 n'avait pas pris du tout en compte son premier mandat. Alors donc, sur la base de cette juridiction, c'est tout à fait normal qu'il peut poser sa candidature. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est une question politique. Et par rapport à une question politique, il y aura une réponse politique le moment venu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, je crois que je vais me prononcer la précision et détail en tant qu'observateur. Mais je crois que l'analyse politique, ce n'est pas l'art de la divination politique. Peut-être que seul le président Macky Sall peut dire de manière claire s'il est candidat, même si bon, certains observateurs pensent que déjà il a exprimé indirectement cette intention. Mais je voudrais qu'on soit clair dans nos langages. On ne peut pas parler de troisième mandat, on peut parler de troisième candidature. Parce que il y a une différence. Le seul qui a la souveraineté et le pouvoir de donner des mandats, c'est le peuple. Donc, moi, je voudrais que dans l'analyse politique et l'analyse de l'actualité, qu'on fasse la part des choses entre troisième candidature et troisième mandat. Parce que la candidature vient des états-majors politiques et des leaders politiques. Mais le mandat relève de la volonté et de la souveraineté des peuples. Donc, cette précision doit être faite entre troisième candidature et troisième mandat. Candidature venant des leaders et des partis politiques, le mandat étant conféré par les peuples qui ont seule la souveraineté donc de conférer le mandat politique. Maintenant, je crois que sera-t-il candidat, ne sera-t-il pas candidat? Ça, c'est un débat politique. Mais comme vous venez de dire, à une question politique, il faut des réponses politiques. Certains posent le débat sous l'angle juridique. Mais là, ça devient un débat de spécialistes. Donc, on va le laisser entre les mains des juristes. Mais je crois qu'aujourd'hui, le débat est en train de se déplacer du terrain juridique vers le terrain politique. Et quand ça devient un débat politique, face à une question politique, il faut apporter une réponse politique. Voilà, il faut apporter une réponse politique, comme vous le dites, M. Traoré, professeur de lettres et formateur en communication, des organisations. Et bon, la France, quand on parle hypothétique, ça veut dire qu'avec des hypothèses, ça peut devenir possible aussi. Oui,
Moi, en tout cas, je crois que... Même si la France ne veut pas s'initier Voilà. dans nos affaires internes, Voilà. mais on peut supposer également, avec des hypothèses, tout devient possible. Voilà. Que c'est bien possible Voilà. qu'il... Moi, je crois que la France, peut-être que la coïncidence a été de telle sorte qu'au moment où le président peut-être se prononçait, c'est un journal français, Oui. mais c'est pas, pour moi, le débat doit être un débat national. Parce que le peuple sénégalais a la souveraineté d'élire ses dirigeants. Mais que ce débat soit transféré en France, donc ça peut susciter en tout cas vraiment des velléités d'ingérence de la France dans les... Et ce moment est révolu. Je crois que même les leaders, même le peuple français ont compris aujourd'hui que le temps de l'ingérence, le temps de la France-Afrique est révolu. Je crois que l'exemple de la sous-région, le Mali, le Burkina, donc, est la preuve la plus visible qu'aujourd'hui, l'Afrique, de manière générale, le Sénégal, la sous-région, traite de manière souveraine, en tout cas sur le plan politique, et que ces leaders aujourd'hui n'ont aucune influence dans le choix de nos dirigeants politiques. Voilà, mais professeur, la Constitution est très claire, l'article 27 qui stipule que nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs, bien qu'il faut dire que sur la limitation de mandat, il y a la limitation de mandat, il y a aussi la durée de mandat. Bon, ça aussi, il y a des nuances. Voilà, c'est pourquoi je disais tantôt, M. Niang, Oui. que c'est un débat juridique et technique. Parce que, là, comme vous venez de le dire, il faut s'arrêter sur 2 aspects, sur la durée des mandats et sur le nombre de mandats. Je crois que certains juristes se sont prononcés que le débat doit être porté plus sur le nombre de mandats que sur la durée des mandats. Mais comme je vous l'avais dit un peu plus au début de cette émission, le débat portant sur la durée, le nombre, est un débat technique et juridique. Donc on va le laisser entre les mains des juristes. Certains se sont prononcés là-dessus. Mais je crois qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le débat est plus politique que juridique. Mais bien que c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Hein. Voilà, le Conseil constitutionnel. Sur la pléthore de déclarations également de candidatures, hein, ça aussi, on remarque que tout le monde est aujourd'hui presque candidat. Hein. Si on regarde un peu l'échiquier politique, les déclarations donc se succèdent tous les jours. Et je viens d'apprendre également à Nokumba Ndoffène Diouf également qui se déclare candidat et qui pour lui, Macky Sall, est une page fermée. Voilà. Moi, je crois qu'il faut lire les déclarations multiples et nombreuses de candidatures à la charge de président de la République comme étant la conséquence, ce n'est pas une cause, mais c'est la conséquence de la prolifération des formations politiques, des partis politiques. Tout à fait. Donc, plus il y a de partis politiques, donc évidemment, au moment venu, plus il y aura de déclarations de candidature pour ce qui est de cette présidentielle de 2024. Je crois que l'heure est venue que les acteurs politiques organisent le champ politique parce qu'il y a trop de candidatures. Moi, je ne veux pas minimiser personne parce que tout le monde est d'égale dignité, mais à la limite, certaines candidatures risquent d'être des déclarations de prestige parce que ces gens-là n'ont pas la préparation. Parce que ceux qui le font et qui ne se sont pas préparés avant, on est à moins d'1 an des élections présidentielles de 2024. Mais la charge de président de la République, vraiment, la participation à une élection législative demande tellement de préparation, d'organisation, de moyens politiques, logistiques, que certaines déclarations qui ne se sont pas faites bien avant risquent d'être des déclarations de prestige à 1 an de l'élection présidentielle de 2024. Donc, pour vous, vous pensez qu'il faut véritablement assainir le milieu politique, le champ politique? Voilà, M. Niang, je crois que vous voulez mettre le doigt sur la plaie. Oui. Vraiment, c'est là où ça fait véritablement mal. Parce qu'un peuple, un grand peuple, par ses ressources humaines, par son élite maraboutique, par tout cela, mais sur le plan démographique, un peuple de 17 millions de Sénégalais, pour des centaines, voire plus que ça, de partis politiques, je crois qu'il faut assainir le champ politique. Il faut que ceux qui ont la même conviction, que ceux qui ont les mêmes idéaux politiques
puissent s'organiser dans de grands ensembles politiques pour former des formations politiques vraiment fortes. Mais des formations politiques, c'est vrai, le principal objectif d'une formation politique, c'est la conquête du pouvoir, Oui. mais qu'on n'ignore pas aussi qu'une formation politique, c'est un lieu de formation politique citoyenne. Qu'on mette l'accent aussi sur cet aspect-là, que les partis politiques soient là pour la conquête du pouvoir, c'est normal, mais qu'ils soient des creusets de formation citoyenne et politique. On fait revenir l'école de parti. Surtout, Hein? voilà, et faire jouer à ces écoles de parti le rôle de formation politique et citoyenne. Donc, à partir de ce moment, il faudra renaître les idéologies aussi. Voilà. En termes, parce Bon, que je crois que les partis de gauche, de Voilà. droite. Hein, Je crois etc. qu'il ne faut pas faire peut-être du copier-coller, mais certaines grandes démocraties ont réglé leurs problèmes. Si on prend le cas des États-Unis, il y a deux grands idéaux politiques, les démocrates et les républicains. Et les républicains. Mais nous pouvons penser ça à la sénégalaise ou à l'africaine, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'aspiration des peuples, leur demande politique, parce que c'est la demande politique Oui. qui commande l'offre Tout politique. à fait. C'est la demande tourne autour de souveraineté aujourd'hui. Ouais. Donc qu'il y ait des idéaux politiques, des partis politiques qui vont s'organiser autour d'idéaux, mais des idéaux qui sont inspirés par nos valeurs africaines et sénégalaises. Comme ça, de grands ensembles politiques vont se créer pour éviter cette prolifération de partis politiques. Oui. Parce que finalement, c'est coûteux pour le contribuable. Oui. Il va falloir, les logistiques électorales sont très très coûteuses. Est-ce que ce n'est pas... Tirer autant de bulletins, Oui. vraiment des urnes, tout le personnel politique autour de ça, je crois que finalement, c'est coûteux. Ces nombreuses candidatures risquent de peser sur la poche du contribuable Mais professeur, sénégalais. professeur, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le parrainage peut être une solution à ça? Puisque le parrainage, on l'a appliqué en 2019, on a vu également ce que ça a donné, même si il y a eu, entre guillemets, des couacs Voilà. dans le contrôle, Je etc. crois que le parrainage peut être, on l'a envisagé peut-être comme une solution politique. Mais en plus du parrainage, je crois qu'il est bien que les gens puissent appeler à un grand débat politique. Pas politicien, mais un débat politique Oui. autour de comment faire pour assainir l'espace politique. Comment fait-il pour qu'il y ait un dialogue permanent entre ceux qui sont à la conquête du pouvoir et ceux qui exercent le pouvoir? Parce que finalement, je crois qu'il y a toujours possibilité d'organiser et d'assainir cet espace politique. Parce que finalement, ça demande, plus il y a de candidatures, plus les logistiques et les dépenses politiques venant du contribuable, de la poche du contribuable sénégalais, Oui, oui. sera plus les dépenses et les logistiques. Je me rappelle, il y avait une élection, il y avait 45 candidats, 45 Il faut bulletins. tirer 45 On était bulletins. obligé de prendre 5, et puis voilà, parmi ces 5, de prendre celui qui vous convient. Voilà, c'est pourquoi, pour vous répondre, le parrainage Voilà. peut être un début de solution. Mais il faut aller au-delà du parrainage, débattre et assainir, organiser l'espace politique pour limiter vraiment que les grands ensembles politiques puissent se former autour des idéaux inspirés de nos valeurs, Voilà. de nos valeurs vraiment nationales, de nos valeurs africaines. Tout à fait, vous le disiez tantôt, il faut éviter également que ces partis politiques ne soient pas, en fait, tous ces militants ne soient pas à la solde d'une seule personne aussi. Voilà. Voilà. Il faut je créer crois des que- primaires dans les partis. Voilà, je crois que l'organisation de ces formations politiques va passer par l'instauration d'une démocratie interne et d'une organisation au sein des partis politiques. Parce que c'est un peu l'antichambre de l'exercice du pouvoir. Ceux qui sont dans les partis politiques, s'ils font marcher la loi de la démocratie interne, le jour où ils seront vraiment entre leurs mains le pouvoir, ils auront suffisamment de formation, ils auront suffisamment vraiment de conviction pour vraiment faire marcher la démocratie Oui. à un niveau macro. Il y aura un Mais il faut automatisme. qu'à l'interne que les partis politiques fonctionnent avec beaucoup de démocratie. Mais généralement, je crois qu'il faut éviter cette idée de penser que les partis politiques sont des titres fonciers du leader politique. Ouais, et ce sont un peu des partis politiques de dictat, hein, on peut Voilà. le dire ainsi, parce Voilà. qu'il n'y a qu'un maître, un dirigeant, Parce c'est lui que cette loi finance. qui est exercée dans le parti politique, le jour où il accédera au pouvoir suprême, finalement, je crois Ouais. que C'est la même chanson. c'est la même chanson qui risque d'être vraiment entonnée pendant qu'on exerce le pouvoir suprême.
Voilà, professeur, il y a une guerre aujourd'hui, vous l'avez dit, et aujourd'hui, ce chamboulement que l'on voit, en tout cas qu'on retrouve dans l'espace politique, a créé une certaine animosité, une haine entre le pouvoir et l'opposition. C'est ce que nous constatons et ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une impasse quelque part. Voilà, moi je crois que à des L'absence de dialogue. voilà, à des problèmes politiques, il faut toujours chercher des solutions politiques. Entre le pouvoir et l'opposition, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de malentendus. Oui. Mais tout cela peut être réglé. Moi, je crois qu'il faut que dans notre dispositif législatif, qu'on aille vers l'organisation des rapports entre le pouvoir et l'opposition. Qu'on aille même, l'idée a été agitée, qu'on aille même vers à créer un statut de l'opposition. La Constitution le reconnaît déjà. Voilà. Pour que les rapports entre le pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir, qui sont des Sénégalais, et ceux qui sont dans l'opposition, qui sont tous des Sénégalais, qu'il puisse y avoir vraiment des rapports sains, des rapports organisés, parce que tout le monde a sa part, sa contribution. Je crois que l'État, le peuple sénégalais, l'État a besoin de tous ses fils. Tout le monde peut contribuer, parce que l'exercice du pouvoir, aujourd'hui on parle de l'élection présidentielle, mais le pouvoir ne s'exerce pas simplement au niveau suprême, au niveau exécutif. Il y a le législatif. L'opposition est bien présente à l'Assemblée nationale. L'opposition est présente et bien présente au niveau déconcentré et décentralisé à travers les collectivités locales. Donc je crois que la solution aujourd'hui, c'est de dépassionner le débat politique, mais de mieux renforcer le dispositif légal qui organise des rapports sains, des rapports de collaboration entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition et qui cherchent à l'exercer. Mais quelle opposition? Est-ce qu'il faut une opposition radicale ou bien il faut une opposition également qui milite contre, qui est un contre-pouvoir, mais pas contre le pouvoir? Voilà. Ça aussi. Quelle opposition? Je crois que tout cela va être réglé quand on se met autour d'une table et que les gens essaient de trouver face à ces questions politiques, des solutions politiques. Mais il ne faut pas attendre la réponse des seuls politiques. Oui, c'est heureux que dans la presse aujourd'hui qu'on ait pu entendre la voix du QDIS. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, aucun parti politique ne peut pas prétendre nous faire sortir des cartes de 1 million ou de 2 millions ou de 5 millions de cartes vendues. Oui. À supposer que c'est 2 millions ou 3 millions sur les 17 millions, ça ne fait pas le tiers. Où sont les autres Sénégalais? Ils sont dans les daïras, ils sont dans les églises, ils sont dans les associations sportives et culturelles. Donc il faut que la solution ou les solutions, qu'on n'attende pas des seuls politiques. Sinon, ça serait une solution proposée par la minorité. Tout à fait. Et la meilleure solution, c'est la solution qui vient de la majorité. C'est heureux qu'on ait entendu la voix du QDIS dans la presse aujourd'hui, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Donc il faut que quand il y a crise, que la solution sorte de toutes les composantes de la société. De toutes les obédiences. Voilà, comme ça, ce sera une solution partagée et acceptée par tout le monde. Ouais, bon, et non pas par une minorité politique. Professeur, le QDIS demande le report du procès, parce qu'on sait que dans 2 jours, on tend vers un procès avec tout dangereux, si on peut le dire entre guillemets comme ça, puisqu'on a vu aujourd'hui, même au niveau de l'école, on a anticipé les vacances pour éviter quand même ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Voilà, les violences, les scènes de violence, les casses, etc. Il faut saluer l'initiative du QDIS et peut-être d'autres initiatives qui se font de manière souterraine. Peut-être que le QDIS a parlé ça à haute voix, mais peut-être que d'autres initiatives sont en train d'être faites de manière discrète. Parce que c'est reconnu dans les législations, ce qu'on appelle la médiation. Moi, j'en appelle à tous ceux qui ont des voix autorisées et des voix écoutées, que ce soit l'élite maraboutique, que ce soit la société civile, vraiment qu'on fasse jouer la carte de la médiation. Alors, dans ce cas, il faut que chacun lâche du lest. Voilà, qu'on fasse jouer la carte de la médiation, parce que la médiation est reconnue comme un mode de résolution des conflits. C'est un moyen qui est connu et reconnu. On a un médiateur de la République également. Voilà, un médiateur de la République. Mais la médiation peut être faite par d'autres composants de la société
qui ont une influence. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'influence aujourd'hui, souvent même qui ont plus d'influence que la classe politique. Donc ce sont ces gens-là véritablement qui, en un moment donné, parce qu'on est dans une situation de crise, il faut le dire. Mais professeur, est-ce qu'un procès peut réveiller autant de tensions, susciter autant de tensions, parce que aussi nul n'est au-dessus de la loi aussi, même si on sait que la loi prévoit quelque part que même vous avez un sursis, vous serez éliminé, c'est le code électoral qui le dit, mais est-ce que là aussi, vous ne pensez pas aussi qu'un procès ne doit pas susciter autant de tensions, de haine et de violence? Voilà, moi, dans ce cas, pour cette question, j'en appelle à la responsabilité de l'élite politique. Parce que quand on a des ambitions politiques, on doit veiller et surveiller chacun de ses mots, chacun de ses gestes, chacun de ses déplacements. Tout à fait. Parce que ce qui a suscité autant de passion, ce n'est pas le procès en soi, c'est les conséquences que ce procès pourrait éventuellement susciter. Oui. Parce que du verdict peut sortir véritablement la validité ou l'invalidité d'une candidature. Tout à fait. Donc, au-delà du procès, il faut aller à l'enjeu que le procès peut susciter. Et ça, j'en appelle à la responsabilité de la classe politique, de l'opposition comme du pouvoir, qu'ils sachent que quand on a l'ambition de diriger un peuple, le pouvoir comme l'opposition, hein, il faut que chacun d'entre eux veille et surveille leurs gestes. Parce que les conséquences de leurs gestes, ça se paye en quoi? En scène de violence de rue, en des pertes de biens, de vie humaine, de biens matériels. Donc, au-delà de ça, c'est un simple procès, c'est de simples citoyens. Mais généralement, l'enjeu ou les conséquences qui peuvent découler du procès, c'est ça qui a suscité autant de passion, autant de violence. Vous l'avez dit, donc vous êtes professeur de communication et la communication compte beaucoup chez nos hommes politiques et peut-être des fois qui ignorent cet aspect qui est important, capital. Voilà. Je crois que souvent... Pour éviter de commettre des bourdes. Voilà, souvent, derrière la communication politique, c'est plus que de la communication, souvent même c'est de la propagande politique. Parce que finalement, on sent derrière une volonté de manipulation. Et derrière la communication, quand il y a une volonté de manipulation, ça cesse d'être de la communication, ça devient de la propagande. Quel que soit là où ça vient, que ça vienne du pouvoir ou de l'opposition, je crois qu'aujourd'hui, la classe politique doit mesurer sa responsabilité. Mesurer sa responsabilité, c'est de dire que chaque fois que je pose un acte, chaque fois que je suis concerné, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont prêtes à venir s'associer à ma cause. Et cela peut découler sur des scènes de violence, ça peut créer des débordements. Donc j'interpelle la classe politique véritablement de mesurer chacun de leurs gestes, chaque mot placé peut avoir des conséquences vraiment qui peuvent les dépasser eux en tant que des leaders politiques. Et ce sont souvent des violences qui sont transférées un peu dans le milieu éducatif. Finalement, on a vu tout ce temps des élèves qui ratent les cours, ils sont sortis par leurs camarades. C'est comme si la politique est aujourd'hui entrée dans les écoles. Oui, moi je crois que... Il y a une manipulation, les jeunes sont embrigadés, etc. Oui, la politique, rien ne sort de la politique finalement. Parce que c'est les politiques qui ont cette prérogative de gérer la cité. Et chaque fois que les politiques sont concernés, mais toutes les composantes de la cité se sentent aussi concernées. Oui. Parce que c'est l'élite politique qui va gérer la politique éducative, la politique sportive, la politique culturelle. Donc, rien ne sort de la politique. Si tant attendu que la politique, c'est l'art d'administrer, de gérer et d'anticiper. Donc, chaque fois que le champ politique est concerné, je crois que toutes les composantes de la société se sentent aussi concernées parce que ce sont les politiques qui ont la prérogative de gérer la cité. Et quand cette politique se détériore, évidemment, ça se répercute un peu partout, même sur le milieu scolaire. De la société. Voilà, les conséquences sont là. Et les scènes de violence qu'on a vues, nous avons tous vu quand il y a des manifestations, ces scènes de violence, ces pillages, etc. Alors finalement, tout le monde a peur, c'est la psychose.
et finalement, il faut arbitrer. Oui, moi je crois qu'on dit souvent que c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Mais moi je vais essayer d'améliorer parce qu'il faut habiller nos mots. Parce que même les mots peuvent susciter de la violence. Mais je vais dire que c'est l'État qui a le monopole de la sécurité publique. Pas de la violence légitime. Oui. Donc il faut que dans l'exercice régalien du maintien de l'ordre, véritablement que derrière l'acte posé par les forces de l'ordre, que les citoyens, simplement, que chacun reste dans son rôle. Si on permettait aux citoyens peut-être d'exprimer leur droit régalien, qui est le droit à la marche, et que les citoyens, face à eux, voient les forces de l'ordre comme étant simplement l'État qui est là, pas un pouvoir, un camp, mais l'État qui est là, et que les partis politiques, les états-majors politiques vont exercer le pouvoir et passer, et que l'État reste. Comme ça, chacun va rester dans son rôle, le citoyen dans son rôle régalien, sans son droit légitime de marche, et les forces qui sont là pour assurer la sécurité publique dans le rôle vraiment étatique, chacun va rester dans son rôle, et je crois que cela ne va causer aucun problème. Mais la lecture que le citoyen qui marche, le citoyen qui manifeste, il voit derrière la force de l'ordre qui est là à assurer la sécurité publique. Mais quand la force de l'ordre... L'État, oui. C'est-à-dire pas l'État, mais un camp politique. Oui. Cette confusion entre confondre les forces de l'ordre à un camp politique, finalement, je crois que ça va dénaturer les rapports normaux et sains qui devaient avoir entre les forces de sécurité et le citoyen qui est là pour exprimer son droit, qui est un droit légitime, le droit à la marche. Mais professeur, vous venez de le dire, tout cela tourne autour de la parole, parce que quand on a entendu une opposition appeler à l'insurrection, comme on le dit, Gatsa, etc. Quand on a vu lors des dernières manifestations des jeunes qui ont été, de balles réelles également, qui ont été tirées sur des jeunes, on a vu mort d'homme également, hein, des élèves, et des élèves également qui manifestent. Beaucoup d'entre eux qui ont été aussi emprisonnés pour avoir manifesté. Donc, c'est une situation qui est un peu chaotique. Voilà, moi je crois qu'il faudra que les gens reviennent à la raison, M. Niang. Parce que pour moi, aucune activité humaine ne doit drainer autant de passion. Mais nous en sommes venus à l'idée, sous nos tropiques, dans nos pays, certains pensent à tort que l'activité politique est devenue l'ascenseur social la plus rapide, la voie de réussite sociale la plus rapide. Certains ont fini par penser que l'activité politique est devenue le commerce le plus fructueux. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça suscite beaucoup de passion. Parce que pour moi, normalement, on cherche à servir un peuple. Le droit de s'opposer. Voilà. Le droit de s'opposer, c'est le droit qui consiste à s'opposer pour aller à la conquête du pouvoir et servir un peuple. Celui qui exerce le pouvoir, il a conquis le pouvoir pour servir un peuple. Si ces nobles intentions étaient bien réelles, cela ne doit pas susciter autant de passion, autant de morts d'hommes, autant de violence physique et verbale. Donc il faut qu'on en revienne autour d'une table et qu'on soit clair sur les objectifs. Qu'est-ce qui fait que nous nous engageons en politique? Est-ce que nous nous engageons? Les gens s'engagent pour se servir ou pour servir? Mais professeur, quand on a entendu l'opposition le dire à haute intelligible, voit que le pouvoir veut éliminer un peu les candidats, ses adversaires. Le pouvoir cherche à éliminer ses adversaires évidemment, dans des cas comme Karim Wade, Khalifa Sall, et aujourd'hui, il y a un troisième adversaire peut-être. Est-ce que ce n'est pas également cette appréhension qui pousse cette opposition à être radicale aussi quelque part? Voilà. Je crois que cela pose la problématique de la confiance entre ceux qui sont à la conquête du pouvoir et ceux qui... Réduire l'opposition à sa plus simple expression. Voilà. Moi, je crois que, voilà, il faudra vraiment... Je ne sais pas par quel moyen, moi j'en appelle à la médiation.
Je crois plus à ces voix-là qu'à des voix de violence, des voix vraiment où on va avoir véritablement des gens se dresser les uns contre les autres pour que les gens reviennent vraiment à la raison. Parce qu'aucune activité qui consiste, j'en redis et je le répète, si on est animé par la volonté noble de servir son peuple et non pas se servir, ça ne doit pas susciter autant de passion, de violence physique et verbale. Maintenant, l'opposition est à une situation peut-être où il y a manque de confiance. Oui. Voilà, se servant des deux cas, oui. Karim et Khalifa. Oui. Voilà. Donc, l'opposition est un peu dans cette lecture-là, que le pouvoir peut-être est dans l'intention d'éliminer ses futurs adversaires. Mais tout cela, ça pose le rapport entre eux d'abord, oui. Mais entre les politiques et la justice. Parce que le maître du jeu, finalement, c'est la justice. Les déclarations de candidature sont un fait, mais la validation des candidatures relève du pouvoir, de la justice et du Conseil constitutionnel. On a vu l'opposition jeter l'anathème sur la justice en disant que cette justice n'est pas indépendante du côté, en tout cas, de tenue politique, des procès politiques, etc. Sur ce point, il ne faut pas trop noircir le tableau. On en est à notre troisième alternance. Oui. Moussa, vous qui êtes les professionnels de la presse. Oui. Oui. Et tout ça s'est passé sous l'arbitrage de cette justice-là. Donc il ne faut pas trop noircir le tableau. Je crois qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. La justice est une institution humaine. Il faut la parfaire. Mais souvent, certains ont tendance à trop noircir le tableau. Toutes ces alternances qui se sont passées au Sénégal sont passées avec cette même institution judiciaire. Pas la justice en tant que les hommes qui... C'est vrai que c'est les hommes qui l'animent, qui lui donnent un sens. Mais l'institution judiciaire au Sénégal, je crois qu'elle n'est pas si mauvaise qu'on veut la faire croire, selon une certaine opposition. Parce que c'est elle même justice qui a arbitré. Toutes les alternances qui se sont passées ici se sont faites sous l'arbitrage de cette justice. Mais on peut toutefois aménager, réformer. Voilà, parce que quand on entend ce député Mamadou Lamine Diallo dire qu'il s'engage pour les élections présidentielles, certainement il sera candidat, il doit s'engager à réduire les pouvoirs exorbitant donc du chef de l'État, cela dit quand même quelque part le président pro de pouvoir. Voilà, là c'est des parties de réforme, voilà, parce que les textes qui nous gouvernent, les pouvoirs des uns et des autres, moi je suis que ça s'inscrit dans un processus dynamique. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on est arrivé à un point final, non. Qu'il faut chercher toujours à les parfaire. Réformer la réforme aussi le faut. Voilà, chaque fois qu'il y a nécessité. Parce que les sociétés aussi évoluent. Et que les politiques comprennent que c'est pas... La décision ne doit pas venir d'eux. La commande politique ne vient pas de l'élite. Ça vient des peuples. Et il faut qu'ils formatent leur offre politique en fonction de la demande politique des citoyens sénégalais. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle demande politique, on doit parfaire les institutions, on doit revoir le pouvoir des uns et des autres pour que l'offre politique des hommes politiques soit adaptée à la commande politique des citoyens. Donc on peut dire qu'on a une constitution un peu obsolète et qu'il faut peut-être je crois nettoyer. Que les institutions, voilà, chaque fois qu'on avance, il y a toujours possibilité de voir, de parfaire, d'améliorer en fonction de... Parce que c'est le contexte qui dicte tout. Donc le dialogue aujourd'hui est nécessaire. Et permanent même pour moi. Il faut créer un cadre institutionnel. Il faut institutionnaliser le dialogue sur le plan politique. Pas simplement avant ou après, mais que de manière régulière, qu'il y ait véritablement un cadre institutionnel de dialogue entre ceux qui sont là en tant que des acteurs politiques. Voilà. Merci, professeur. Je rappelle donc que vous suivez Rendez-vous de la rédaction et nous avons invité M. Ibrahima Traoré, qui est professeur de lettres, qui est également formateur en communication des organisations et écrivain aussi, écrivain l'auteur du recueil de poèmes Dédicace au Lion. Dédicace au Lion, bon, on va faire une transition, Dédicace au Lion également, que vous avez publié. On voit également aujourd'hui que nos lions sont en train de quand même briller de mille feux un peu partout. Voilà, que ce soit les seniors, les juniors, voilà.
à tous les niveaux, Voilà. tous les sens. Je crois que peut-être que ce recueil de poèmes, je le rappelle, qui a été publié à la veille de la CAN, c'était au mois de décembre, un peu avant la CAN. Donc, c'était une modeste contribution parce qu'une équipe nationale, c'est comme une armée, hein, parce que c'est en dehors de l'armée, c'est aussi une autre structure qui, chaque fois qu'il se déplace, il y a les levées de couleurs. Chaque fois qu'il y a un match, on chante l'hymne. Donc, une équipe aussi, c'est une représentation nationale. Donc, cette équipe a porté le drapeau du Sénégal sur le toit de l'Afrique, dans toutes les catégories. C'est le lieu véritablement. Une équipe de football, c'est un tout. Les acteurs sur le terrain, mais aussi le management du sport par la fédération. Il n'y a pas seulement le football, il y a toutes les autres disciplines les autres également où nos lions rayonnent. Voilà, l'État, le ministère du sport. Donc, c'est le lieu de remercier vraiment toutes ces composantes du sport au Sénégal. Mais je voudrais simplement aujourd'hui peut-être me prononcer sur l'actualité du sport parce que ça continue. On est un peu dans la phase des éliminatoires. Le Sénégal a connu une première victoire. Mais aujourd'hui, il faudra faire de telle sorte que le sport ne soit pas simplement limité aux jeux. Qu'on puisse développer l'industrie du football. Donc, il y a toutes les infrastructures autour du football. La formation, qu'on crée des managers du sport, le marketing autour du sport. En tout cas, mon souhait, c'est que le Sénégal puisse récupérer cette performance sportive pour construire une véritable industrie du sport. Pas du football simplement, on va vers les Jeux mais une industrie du sport. On va vers des Jeux olympiques. Nos stades sont en train d'être rénovés, réfectionnés. On a vu également Dakar Arena, on a vu le stade Abdoulaye Wade. Tout ça, quand même, ce sont les infrastructures sportives pour dire que le Sénégal, quand même, veut être là et dire qu'également, pourquoi demain, on ne pourra pas recevoir, je ne sais pas, une Coupe d'Afrique, je ne sais pas, une organisation. Voilà, je crois que les infrastructures, on ne peut pas parler de sport sans parler d'infrastructures. Les ressources humaines aussi sont là. Vraiment, la qualité des ressources humaines qui encadrent le sport de manière générale est là. Mais il faut aussi penser aussi à la relève générationnelle. Parce que chaque fois qu'une équipe, c'est ça qui nous manquait un peu, chaque fois qu'une élite était là qui fait une performance, on restait 2-4 ans sans que la performance du Sénégal soit répétée. Ça, c'est dans la continuité de la formation. Il faut que, même si on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Hein, bon, voilà. Mais il faut que dans toutes les catégories qu'on fasse l'effort de la formation. Ça va permettre vraiment de maintenir le Sénégal dans cette performance-là, véritablement qui fait que le Sénégal est aujourd'hui sur le toit de l'Afrique. Et pourquoi pas aller à la conquête du monde. Voilà, et c'est sur le plan sportif qu'il faut aujourd'hui transcender sur le plan politique pour en faire également. Il faut que le milieu politique également soit un milieu fair play aussi. Voilà, hein? je crois que vous avez parfaitement raison, M. Niang. Je crois que les acteurs politiques doivent s'inspirer vraiment du milieu sportif. Parce que dans un match de football, il y a toujours un gagnant et un vaincu. Et à la fin du match, les gens se donnent la main. Tout à fait. On s'embrasse et véritablement, sans qu'il y ait violence, sans qu'il y ait animosité entre les acteurs. Je crois qu'aujourd'hui, les acteurs du politique doivent s'inspirer de l'univers du football, qui est un univers vraiment de fair play, de convivialité, de partage et de respect mutuel. Voilà. On va terminer par le social, hein, parce qu'aujourd'hui, quand même, quoi que l'on puisse dire, est-ce que ce n'est pas ça également qui attise le feu, parce que la conjoncture est dure, on voit les flambées de prix, on voit également les loyers, le prix des loyers, même si on a demandé de faire un rabais, mais malheureusement, c'est difficile pour les bailleurs comme pour les locataires de suivre. Alors, est-ce que cette conjoncture ne s'explique pas par ces tensions aussi? Voilà, je crois qu'on peut créer un lien de cause à effet entre cette violence et l'inflation que nous vivons actuellement sur le plan social. Il y a quelques volontés de l'État, donc sur le plan du loyer récemment, on a vu un peu une décision après concertation, un texte qui est sorti pour essayer d'organiser le secteur.
Mais il faut dire que... Avec Momar Ndao à la tête. Voilà. Il faut dire que si les gens se sentent vraiment aussi agités, aussi violents, il y a bel et bien un lien entre l'inflation sociale et la violence qui s'est manifestée ces derniers temps. Maintenant, la solution, on l'attend toujours de l'État. C'est vrai qu'il y a la volonté politique ne manque pas. Oui. La volonté politique ne manque pas. On parle d'infrastructures sportives, mais je crois que le premier niveau de satisfaction du citoyen, c'est véritablement, ça se mesure dans le panier du ménager. Donc, le premier niveau de satisfaction, c'est au niveau du panier de la ménagère. Donc, il faut que véritablement l'inflation, on va dire que c'est une inflation qui est au niveau mondial, mais il faut que les efforts qui sont faits, qu'il y ait d'autres efforts supplémentaires pour soulager le panier de la ménagère. Parce que quand on voit des jeunes s'attaquer à des magasins, s'attaquer à des boutiques, etc., et piller, ça montre quelque part il y a un besoin réel. Réel qui est là, et que socialement, il y a véritablement d'autres efforts supplémentaires qui méritent d'être faits pour que véritablement le premier niveau de satisfaction, qui est la satisfaction des besoins élémentaires, des besoins de consommation, soit satisfait. Je crois que ça peut être, si on parvenait à ça, ça peut être une sorte d'oxygène qui vienne un peu véritablement apaiser le climat social. Voilà, merci professeur. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à la régie, Moustapha Diop, et Famanta également qui nous a aujourd'hui bien cadré. Hein. Voilà, c'était votre rendez-vous de la rédaction, mais avant de clore, nous allons vous laisser le soin, professeur, de peut-être tirer les mots de conclusion. Voilà, en tout cas, je vais commencer par exprimer toute ma satisfaction véritablement de participer à cette émission sur la grande chaîne de télévision Touba TV, émission qui est le rendez-vous de la rédaction. Ça a été un rendez-vous fructueux pour moi, un rendez-vous qui m'a permis de faire un tour d'horizon de l'actualité nationale et véritablement de partager mon avis avec mes concitoyens sénégalais modestement. Et c'est heureux pour moi, véritablement, chaque fois de venir sur ce plateau pour partager avec vos téléspectateurs sur la grande chaîne de télévision Touba TV. Voilà, merci professeur. C'était rendez-vous de la rédaction. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois. Et puisque également, un rendez-vous, nous aurons l'occasion de vous retrouver chaque mois dans la rédaction parce que vous êtes un observateur et quand même, vous avez une analyse pertinente de la situation nationale et même internationale du pays. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir donc suivis. Rendez-vous la relation est pris prochainement pour un autre invité. Au revoir. Merci.